Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de Dletch pour la lecture et l'analyse de Vigilus 2, à savoir un nouvel ère pour les Space Marines du chaos. Ça fait plaisir de voir qu'avec Vigilus 2, et en tout cas même Vigilus 1 et la nouvelle vague de Shadowspear avec les nouveaux Phobos, alors que les Space Marines, on va dire, n'étaient pas du tout craints, là ils vont devenir menaçants. Et pareil qu'avant, en fait, les SMC, on va dire, s'éloignaient un petit peu de leur ADN, puisque on jouait pas de Space Marine du chaos quand on jouait le codex SMC. Et bien là, grâce à cet ouvrage, on va se rapprocher un petit peu de ça, et c'est super cool. Alors oui, pour le premier point qui est de dire que le Space Marines du chaos revient en force, très clairement on a quand même des nouveaux ajouts, on a une nouvelle arme, on a des nouveaux avocs, les oblites aussi qui sont sortis, donc recentrer un peu l'armée autour du Space Marines. On voit la volonté de Game Workshop de le faire à travers une règle toute simple, c'est que les cultistes perdent leur trait de légion, et du coup on voit vraiment l'idée de Game Workshop de recentrer ça vers le Space Marines. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Dletch pour justement débroussailler ce qui se cache derrière Vigilus 2. On a un petit peu parlé du fait qu'on allait retourner vers l'ADN du Space Marine du chaos, ça c'est très positif. La seule doléance qu'on va émettre par rapport à cet ouvrage, c'est que les autres factions ne sont pas couvertes. On va avoir une nouvelle datasheet pour un nouveau décor pour Khorne, ainsi qu'une formation spécifique à ce dieu, donc pour les démons, mais sinon l'ensemble des autres factions sont complètement oubliées. Exactement, pour le moment, Vigilus va traiter essentiellement de la Black Legion et des légions renégates. Ça veut dire quand même qu'on peut continuer à jouer le SMC, mais les légions type Iron Warrior, etc., même s'il y a des formations Vigilus qui peuvent être jouées, qui sont un peu basées sur leur style de jeu, ne sont pas remises à jour. On n'a pas forcément de traits de légion qui sont remis à jour. Donc ça, c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais mis à part ça, on a quand même un regain d'intérêt, notamment sur les Space Marines, des nouvelles légions renégates qui vont permettre de donner vraiment une âme à vos légions renégates, et la Black Legion où on a vraiment un ADN de Codex Black Legion comme on pourrait avoir avec des Ultramarines ou avec des Blood Angels, etc. On précise qu'ici, on va encore une fois juste s'attaquer sur les entrées de Vigilus 2 et qu'il y aura un live le jeudi 4 avril avec 7 hommes pour justement voir toutes ces nouvelles entrées et l'incidence que ça va avoir sur l'alliance du mot-clé chaos. On rentre dans le dur de Vigilus avec justement la section des règles. On commence par rappeler qu'il est possible de prendre des détachements de spécialistes, sous-entendu que pour un point de commandement, vous allez pouvoir avoir l'équivalent d'une formation qui est cadrée par un détachement, dans lequel vous allez pouvoir avoir un trait de seigneur de guerre en plus, des reliques, tout un tas de choses et des petites règles additionnelles. Tout ce qu'il faut. On verra les détachements une fois qu'on aura vu tout le reste. Déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on commence par la mise à jour de la liste d'équipements des Chaos Space Marine avec une nouveauté en arme lourde qui va être le canon rotatif Reaper. Il vaut 20 points, il tire à 24 pouces, il fait lourd 8, force 5, PA-1, dégâts 1. Il est donc équipable par tranche de 5 figurines, enfin de 5 à 10 pour les Space Marines du Chaos et de 1 à 4 armes pour les Havoc. Qu'est-ce que tu penses de cette arme-là? Premièrement, la figurine. La figurine est super jolie. Moi, franchement, le canon rotatif, le mec avec son gros... L'Annihilator 2000. Voilà, c'est vraiment le Terminator, Schwarzy qui est là, et puis qui canarde. J'adore la figurine. Pour le profil, je trouve que c'est intéressant. Il faut voir ce qu'on va pouvoir faire, parce que, comme tu disais, on les a par deux dès qu'on dépasse les 10 Marines. On peut en avoir un par escouade de 5 Marines, et on peut en avoir sur des Havoc, qui ont eu un nouveau profil qu'on va parler tout à l'heure. Moi, j'aime bien... je trouve qu'il y a un manque de portée sur cette arme-là, je ne suis pas sûr qu'on va encore... ça va être vraiment ultra game breaker pour les Space Marines. Par contre, c'est un ajout intéressant pour les petites escouades, etc., qui donne vraiment du punch à vos escouades, parce que 8 tirs, si vous pouvez leur donner plus 1, vous pouvez tirer 2 fois avec, finalement ça se transforme en 16 tirs. Donc pour des petites escarmouches, finalement, ça peut donner de la patate. Bon, ça coûte cher en CP, mais ça a de la patate. Après, voilà, c'est quelque chose où on peut vraiment jouer autour, c'est 24 pas de portée, 6 avec le mouvement, en plus c'est une arme lourde, donc vous avez moins 1 pour toucher avec les Chaos Space Marines, mais pas avec les Havoc, on va le voir juste à l'heure. Le canon rotatif Reaper, par rapport à un bolter lourd, où on va avoir 36 pas de portée, où on va pouvoir se cacher derrière des murs, et finalement 42 pas de portée effective, parce qu'on va pouvoir bouger. Le canon Reaper, on est sur 24 pas, 30 pas de portée effective, donc c'est beaucoup plus facile de jouer autour, et on est obligé de se mettre plus en danger que le bolter lourd. Par contre, c'est, comme on va dire, high risk, high reward. On tire fort, mais on se met en danger. J'aime bien ce que tu as dit, puisque déjà quand tu dis jouer autour, ça veut dire jouer contre. Sous-entendu, en fait, il suffit de demander à votre adversaire de combien l'unité tire en termes de portée et de combien elle bouge, et ça vous permet de déduire à combien vous devez vous mettre pour esquiver le tir. Donc c'est vrai qu'une arme qui tire à 24 pouces quand on bouge de 6, il suffit de se mettre à 30,1 et de faire comme ça juste devant le gars, et il ne pourra rien faire.
C'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est surtout les synergies qui vont tourner autour, puisque dès qu'on va avoir, on en reparlera tout à l'heure quand on s'attaquera au datasheet, mais soit par 5 dégâts de base, hein, Oui, avec une arme, ça va faire 8 tirs. On est quand même dans l'ère du nouveau Symbolter, et les Space Marines du chaos avec armure énergétique sont sujettes à ce double tir sans avoir bougé, donc à 24 pouces, 2 tirs de bolter. Plus ça, on arrive quand même à une grosse saturation. Grosse saturation dit aussi, comme tu dis, high risk, high rewards, ou alors IPC, pour pouvoir justement Oui. aussi les synergiser avec les stratagèmes qu'on connaît du Codex Space Marine du Chaos. Sous-entendu, le fait de tirer 2 fois, avec une arme qui a lourde 8, c'est rentable. Et donc, chaque petite unité peut être une menace grâce à cette arme-là, même si en effet, on va être capable de pas mal l'esquiver. Oui, comme tu dis, finalement, c'est une unité avec un bon impact. Le problème, ce qu'on va leur reprocher un petit peu à cette arme, ça va être le manque de projection qui est dû à sa portée. On aimerait bien pouvoir aller faire FEP. On n'a pas vraiment ça dans le Codex SMC. Par contre, on a un début de piste avec le stratagème Renega Red Corsair qui nous permet de repop une unité, on va voir un petit peu plus tard. Et du coup, ça pourrait nous permettre de donner un peu plus de portée, au moins à 2 canons rotatifs Reaper. Et là, avec un stratagème plus simple pour blesser, double tir, etc., il y a moyen de se faire plaisir. Exactement. On passe maintenant aux règles qui vont être spécifiques. On va s'attaquer au chapitre Black Legion, puisqu'en fait ces règles-là sont faites en 2 parties. Ceux avec un focus Black Legion qui va, pareil, en les mettant en opposition par exemple avec les ultramarines, de gagner énormément de cœur et donc en fait de jouabilité. On va avoir pour confirmer tout ça l'ajout de traits de seigneur de guerre, de reliques, de stratagèmes et aussi d'objectifs tactiques spécifiques à la Black Legion. On va aussi avoir la mise à jour de la règle la Légion du maître de guerre. L'aptitude de Légion va s'appliquer aussi bien au prince démon, et ça c'est une nouveauté, qu'à l'infanterie, aux bikers, aux ailes brutes. Et la petite update, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est simple mortel, les unités de cultistes ne gagnent pas de traits de légion croisée noire. À savoir que c'est la même qu'avant, sous-entendu on va ajouter à la caractéristique de commandement des figurines avec ce trait, qui fait que si une figurine avec cette règle a avancé, elle traite ses armes à tir rapide comme des armes d'assaut. Comme tu viens de le dire, la grosse nouveauté, c'est ça, c'est sur ces règles-là. Donc le prince démon qui gagne le trait de légion, les cultistes qui le perdent. Donc dans le Vigilus, on l'a vu que c'est appliqué à la Black Legion. On sait aussi que c'est appliqué pour les légions renégates. Maintenant, on se pose la question, est-ce que ça va être appliqué aussi pour les codex SMC? On a de fortes chances que ce soit appliqué. Maintenant, c'est autant sur la Black Legion, les princes démons, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, on verra que sur plein de traits, le prince démon, avoir les gains des traits, c'est quand même super cool. Après, pour revenir sur la Black Legion, ils sont vraiment à l'honneur dans Vigilus. Ils gagnent 8 stratagèmes, ils gagnent 6 reliques, 6 traits de seigneur de guerre. Donc on a vraiment une volonté d'avoir un codex propre Black Legion et de jouer Black Legion et pas Space Marines du chaos. On commence par un focus justement des stratagèmes spécifiques Blood Legion. Ils sont, comme tu l'as dit, au nombre de 8. Ici, on va par exemple avoir que brûle la galaxie pour un PC, le fait de pouvoir sur une unité complètement décorrélée relancer les 1 pour toucher. On va surtout s'attaquer vraiment à ceux qui vont être structurants, comme par exemple tueur de monde qui pour 3 PC utilise ce stratagème au début d'un round de bataille. Jusqu'à la fin de ce round, les unités ennemies ne peuvent pas utiliser aucune aptitude leur permettant de contrôler un pion objectif si la moindre unité Black Legion de votre armée se trouve à 3 pouces ou moins du centre de ce pion d'objectif, même s'il y a plus de figurines ennemies à portée de celui-ci. Alors, comme tu dis, celui-là, il est vraiment intéressant dans le sens où, en fait, on est sur un jeu de destruction, on est sur un jeu de contrôle et de capture d'objectifs. Là, celui-là vous permet de faire perdre à votre adversaire les aptitudes qu'il a de prise d'objectif, donc en fait les objectifs sécures des troupes, mais aussi on pourrait parler des règles des IK qui permet d'avoir 10, alors c'est le RK qui permet d'avoir 10 figurines comptées comme 10 figurines, donc ça permet de faire ça, et donc en fait d'empêcher votre adversaire de faire du maelstrom, ou au contraire vous de pouvoir en fait outrepasser ces règles-là. Alors c'est un petit peu compliqué à mettre en place dans le sens où c'est au début du round de bataille, donc il faut vraiment avoir une longueur d'avance pour le faire, mais parfois c'est un petit stratagème qui peut être utile. Ça ne sera pas utile à toutes les games, mais par contre il y a moyen que ça vous fasse gagner 1-2 games comme ça. Ensuite on enchaîne avec combattant sans merci qui fait que pour un PC, utilisez ce stratagème au début de la phase de combat, choisissez une unité Black Legion de votre armée. Si celle-ci compte plus de figurines qu'il n'y a de figurines ennemies à 3 pouces ou moins d'elle, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Alors celui-là, pour moi, c'est le stratagème Black Legion. On est plus que toi et on va te casser la gueule. Mais non, il est pas mal parce que généralement, on va avoir les armées Black Legion qui vont être tournées autour de beaucoup de Chaos Space Marines ou de cultistes. Donc du coup, on va être forcément plus que son adversaire. Alors après, ça dépend contre quel type d'adversaire, mais il faut savoir que c'est au début de la phase que vous le déclenchez, donc il y a moyen de se mettre à plus de 3 pas, en fait de mettre une figurine à 3 pas. On a un gros pack de 20 marines, on va dire, on met une figurine à 3 pas, finalement on va avoir, même sur une bonne de 30 orques, on va avoir
une ou deux figurines à portée de ces 3 pas. Et puis après, quand on vient pile-in, on arrive à tout le monde, on est à plus d'1 pas parce qu'on s'était bien mis à 3 pas. Et donc du coup, voilà, c'est un bonus qui est finalement, si on le voit un peu en amont de la phase de charge, il y a moyen de l'avoir assez facilement et c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément. Ouais. On enchaîne ensuite avec le dernier stratagème qui nous a semblé structurant, concile de traite, qui fait que pour un point de commandement, utilisez ce stratagème avant la bataille si votre seigneur de guerre est un Chaos Lord Black Legion, un prince démon ou Abaddon the Despoiler. Choisissez jusqu'à un Dark Apostle Black Legion et un sorcier de votre armée. Générez un trait de seigneur de guerre pour chaque figurine choisie. Vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème plus d'une fois par bataille. 2 personnages de votre armée ne peuvent pas avoir le même trait de seigneur de guerre. On va donc pouvoir au total en avoir 3. On peut en avoir même plus grâce aux déplacements spécialisés en dépensant des CP. Mais déjà, les 3 traits de seigneur de guerre en Black Legion, on va les voir juste après, ils sont quand même assez intéressants. C'est super fort parce qu'en plus, les choix qu'on nous propose, qui sont les sorciers et les Dark Apostles, ils vont sûrement faire partie de la plupart des armées Black Legion parce qu'ils vont apporter des bonus intéressants et le SMC tourne autour des bonus, des synergies entre unités, etc. Donc on va forcément les avoir et avoir ces petits traits stratagèmes, même pour un CP, c'est vraiment très fort. Je te propose de tout de suite enchaîner d'ailleurs avec les traits de seigneur de guerre. Ils sont au nombre de 6. On commence avec Pillard Vétéran. Les unités Black Legion amies à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre peuvent déclarer une charge, même si elles ont battu en retraite au cours du même tour. Et bien celui-là, il est super fort parce que ça nous permet vraiment, on joue une armée d'assaut, on va souvent au contact, que ce soit du cultiste, du Space Marines, même des chars en fait, puisque, excuse-moi, même des chars en fait, parce que en fait, ce trait-là, il n'y a pas écrit infanterie, c'est toute votre armée, donc vous pouvez envoyer des charges qui désengagent, qui se rechargent, etc. Et donc c'est super flexible en fait. Le seul petit problème, c'est d'être à 6 pattes de ce personnage-là, donc il faut que ce soit un personnage qui soit au combat lui aussi, mais en tout cas, c'est un trait super fort. Je connais des mecs qui doivent être en collant pour avoir ça. Ensuite, on enchaîne avec Indomptable. Tous les dégâts subis par votre seigneur de guerre sont divisés par 2, arrondis au-dessus. Un petit trait générique qui est toujours sympa sur un prince démon, parce que ça a beaucoup de PV. On retrouve un petit peu la patte Abaddon dessus. Ensuite, brut en armure noire, ajoutez à la caractéristique de force de ce seigneur de guerre. De plus, une fois que celui-ci a effectué un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins et jetez un D6 sur 4+, elle subira des 3 blessures mortelles. C'était le petit trait de seigneur de guerre pour apporter un peu plus de patates. Une attaque, c'est toujours sympa, surtout quand on a une arme relique derrière qui peut donner aussi des attaques vraiment intéressantes. Mais c'est pas forcément vers celui-là qu'on va aller chercher. On est plutôt sur des personnages qui vont buffer les unités plutôt que des gros combattants. On peut avoir des gros combattants, donc ça dépend comment vous orientez votre armée. Mais moi, je trouve les traits de seigneur de guerre qui buffent les autres beaucoup plus intéressants. C'est toujours le même débat finalement. On préfère systématiquement avoir un totem. Après, comme on vient de le voir, on pourra en avoir 3 au total, donc se faire plaisir avec un personnage qui va être un petit peu plus burné. Exactement, c'est là où c'est très intéressant de pouvoir prendre 3 traits de seigneur de guerre. C'est que vous pouvez avoir un Chaos Lord qui, lui, va aller mettre des tatanes, et derrière un apôtre et un sorcier qui sont là, eux, déjà de base pour buffer, qui ne sont pas là pour aller se battre. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment mixer votre armée et avoir quelqu'un qui puisse aller cogner l'adversaire, quoi, mais vraiment de façon très forte. Ensuite, mangeur d'âme, chaque fois que votre seigneur de guerre détruit une unité ennemie, il récupère immédiatement des 3 PV perdus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut comme ça avoir un Chaos Lord qui va au combat, et là, donc c'est être un peu plus défensif. Moi, je le trouve pas très bien celui-là, je préfère taper, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ensuite, chef de guerre digne de confiance. Tant que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un D6 chaque fois que vous dépensez un point de commandement utilisé. Sur un 5+, vous le récupérez au phyto. Et bien celui-là, il est très bien, puisqu'on vient de dépenser un CP pour avoir un trait de seigneur de guerre en plus. Ben celui-là, en fait, vous pouvez le prendre tout simplement pour pouvoir, sur votre sorcier ou sur un truc comme ça, récupérer des CP. Sachant qu'en plus, le Space Marine, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup de CP. Il aime en avoir beaucoup, il va en dépenser beaucoup lui-même avec tous ces petits stratagèmes. En plus, généralement, il ne coûte pas si cher que ça, ces stratagèmes. C'est 1-2 CP. Et du coup, voilà, on a tendance à en dépenser, en récupérer, c'est très important pour notre corps. On va en récupérer une fois sur 3. On rappelle que on est dans l'ère de la Big Fac qui fait qu'on ne peut pas en récupérer plus d'un par round de bataille. Le dernier va être premier parmi les traîtres, à savoir que c'est celui que doit prendre Abaddon si c'est votre seigneur de guerre. L'aptitude mort aux faux empereurs entraîne une attaque supplémentaire sur du 5+, au lieu de 6+, pour les figurines des unités Black Legion à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. C'est fort. C'est fort parce que déjà maintenant c'est à 6 pas, donc on va avoir tout le monde à 6 pas qui va pouvoir taper, tous les Chaos Space Marines selon ce trait de seigneur de guerre. C'est intéressant parce que vous jouez contre l'Imperium. Contre les autres armées, on n'a plus besoin, mais vous pouvez toujours choisir votre trait de seigneur de bataille en début de partie, donc vous pouvez changer, sauf si vous jouez Abaddon, mais c'est pas grave. Abaddon on le prendra quand même. On enchaîne ensuite avec les reliques. C'est peut-être un petit peu la seule déception qu'on va avoir ici. On a quand même relevé 2. La première, ça va être Dents de Gorizvex.
qui remplace une épée tronçonneuse, puisque en gros on va avoir le profil force utilisateur, PA-3, dégâts 2, avec comme aptitude chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer 2 attaques supplémentaires avec cette arme. À chaque jet de blessure de 6 obtenu par une attaque avec celle-ci, la cible subit une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Bah, celle-ci, elle est quand même pas mal parce qu'on arrive à avoir un espèce de prince démon double griffe sur notre Chaos Lord, et qui passe PA-3 lui. Et en plus, on va générer de la mortelle, donc finalement, on a quand même, en plus avec le bonus de attaque, hein, donc là, on a vraiment un petit missile qu'on peut avoir en termes de Chaos Lord, donc avec les traits qu'on voyait tout à l'heure, plus une attaque, etc., on va quand même générer, on peut monter jusqu'à 8 attaques, donc là, on commence vraiment à parler. 8 attaques pour les rageux. Et la deuxième relique va être Homme aveugle, diminuer de 1 la caractéristique capacité de tir du porteur, mais améliorer de 1 la pénétration d'armure de cette arme. Ici, ça ne va être intéressant que sur le Lord discordant qui peut être équipé d'un conflagrateur. On va donc avoir un petit coco qui va balancer des 6 touches de force 6, PA-3, dégâts 2, ce qui est quand même pas dégueulasse en soi. C'est pas dégueulasse, c'est vrai, mais on va le voir après que le Lord discordant, il tire un peu la tête. Mais je voulais sauver une deuxième relique. Mais la deuxième relique, elle est bien. On enchaîne ensuite avec les traits de Légion Renegade. Elles sont au nombre de 6 et ça va donner pas mal de profondeur aussi bien aux joueurs qui veulent jouer fluff avec leur propre Légion que aux compétiteurs. On commence donc par les Red Corsair avec Pillard du Maelstrom. Les unités avec ce trait peuvent avancer et charger au même tour. De plus, si un détachement contient au moins 3 unités avec ce trait, le bonus de commandement est augmenté de 3 PC si à la place elle contient au moins 3 unités de Space Marine du chaos. À ça, on va ajouter le trait de seigneur de guerre qui est seigneur des pillards. Votre armée peut avoir une relique supplémentaire choisie par les artefacts du chaos qui doit être confiée à un personnage Red Corsair de votre armée ne possédant pas déjà de relique. Cette relique doit être différente de toutes les autres reliques déjà incluses. De plus, chaque fois que votre seigneur de guerre tue un personnage ennemi, ajoutez 1 à sa caractéristique d'attaque jusqu'à la fin de la bataille. Et pour finir, toujours sur les Red Corsair, ils vont aussi avoir leur propre stratagème qui vaut 3 PC. Il en vient toujours plus. Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Choisissez une unité Space Marine du chaos Red Corsair de votre armée sur le champ de bataille. Retirez-la de celui-ci et replacez-la dessus, entièrement à 6 pouces ou moins d'un bord de table et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie à son plein d'effectif de départ. Et pour la relique des Red Corsair, donc on a la morsure du Maelstrom, figurine Red Corsair uniquement avec combifuseur. La morsure du Maelstrom remplace le combifuseur de la figurine et a le profil suivant. On a un bolter à 24 pas, tir rapide 3, force 4, PA-1, damage 2. Et un fuseur, portée 12 pas, assaut 1, force 9, PA-4, damage D6. À cela, on ajoute la règle du fuseur classique. Quand vous êtes à mi-portée, vous lancez 2 dés pour le dégât du fuseur. Yes, on va commencer déjà par la règle de cette légion, à savoir Advance Charge, qui était l'ancienne règle des Légions Renégates, mais en plus de ça, on va avoir les bonus de CP qui sont quand même super intéressants parce que dès qu'on va avoir 3 unités avec les traits de Légion qui, on rappelle, Démon de Prince, Motard, Infanterie et Aile Brute, on va avoir un CP supplémentaire sur n'importe lequel de nos détachements. La patrole, elle compte. Hein. La patrole, elle compte. Et on va avoir aussi 3 CP supplémentaires dès qu'on va avoir 3 unités de Chaos Space Marines, donc les Space Marines de base. Et donc on va pouvoir vraiment avoir beaucoup de PC qui vont très bien se combiner en plus avec le stratagème qui vaut cher 3 PC pour pouvoir récupérer des Chaos Space Marines. Mais de toute façon, vous allez en vouloir parce que vous voulez stacker les PC. On peut quand même arriver jusqu'à 27 PC avec 3 bataillons qui incluent les Chaos Space Marines. Donc très intéressant. Tu parlais aussi tout à l'heure justement de la faiblesse du nouveau canon rotatif Reaper qui était sa portée et tu parlais aussi d'un redéploiement. C'est exactement ça. On en arrive ici parce que du coup on en arrive ici avec le stratagème de redéploiement qui est un redéploiement mais qui est une recréation d'unité sans payer de points de renforcement. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, le canon rotatif va avoir tout son intérêt sur des bandes de Space Marines qui vont avoir du punch et qui vont pouvoir revenir et agresser. Combiné avec le cumul de PC, il y a moyen d'avoir des unités qui tirent très fort dès qu'elles reviennent, qui reviennent dès qu'elles ne sont pas terminées. Et donc il y a vraiment moyen d'avoir une armée qui est très mobile au final grâce à ce redéploiement, qui a beaucoup de PV parce qu'on va pouvoir recréer des unités, et qui en plus advance ses charges, donc qui peut être très agressif. Ça c'est super intéressant, hein, puisque le advance ses charges, on rappelle quand même qu'on est doté d'un domaine de psy qui fait qu'on a le warp time, exactement, qui fait que si on imagine que ça part sur un prince démon qui bouge déjà de 12, il advance d'un des 6, donc théoriquement il fera entre 3 et 4, il sera donc entre 15 et 16 de mouvement, il va pouvoir le faire 2 fois, puisque il va pouvoir advance aussi sur son warp time, et derrière charger. Exactement, et c'est là où on disait tout à l'heure que prince démon qui récupère ce trait de légion est super important, c'est pour le Red Corsair, parce que avoir un prince démon qui avance quasiment, c'est plus de 30 pas de portée qu'il peut avoir, c'est super fort.
C'est Billy le Borgne. On enchaîne ensuite avec la deuxième légion Renegade, à savoir les Crimson Slaughter avec un instant de tranquillité. Si une unité avec ce trait détruit une unité ennemie, jetez un D6 sur 5+, vous gagnez un point de commandement. De plus, cette unité réussit automatiquement les tests de morale jusqu'à la fin du tour. Avec ça, on a le trait de seigneur de guerre qui est Maelstrom de tourment. Soustrayez 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies à 6 ou moins de votre seigneur de guerre. Si votre seigneur de guerre a tué la moindre figurine ennemie jusqu'à la fin de la bataille, soustrayez 2 à la caractéristique de commandement des unités ennemies à 9 ou moins de votre seigneur de guerre. Et enfin, le petit stratagème Crimson Slaughter vaut 2 PC. Il est utilisé au début de la phase de tir ennemi. Choisissez un élément de terrain à 12 pouces ou moins de votre unité Crimson Slaughter de votre armée. Soustrayez 1 au jet de touche des attaques des unités ennemies à 3 pouces ou moins de cet élément de terrain jusqu'à la fin de la phase. Donc après avoir vu les traits seigneurs de guerre du Red Corsair, on est un petit peu déçu avec celui du Crimson Slaughter parce que finalement, les récupérer des points de commandement, la Black Legion là, le Red Corsair, lui, il en a déjà plein dès le début, donc il n'y a pas forcément besoin d'en récupérer. Donc le trait de Légion est quand même pas super. Le trait de seigneur de guerre, réduire la caractéristique de commandement à 6 pas, c'est pas non plus la folie. Mis à part certains peut-être combos qu'on n'aurait pas vu, je le trouve pas super. Au niveau du stratagème, il est pas mal, mais vraiment très situationnel dans le sens où il faut que votre unité soit à 12 pas du décor au début de la phase de tir de votre adversaire. Donc c'est vraiment très compliqué à mettre en place, même si ça pourrait peut-être aider à un moment donné, mais vous n'avez pas joué cette légion pour ce stratagème. En plus du stratagème qui est très situationnel, on va rajouter une arme qui est sur le papier une petite arme énergétique améliorée, mais qui est damage 1. Certes, elle va vous faire blesser automatiquement, donc c'est toujours sympa de blesser genre des IK-8 automatiquement, mais c'est pas avec du damage 1 que vous allez les endommager. Donc je pense qu'il y a une petite erreur de casting sur la règle en fait de cette arme. En fait, si on veut un gros ton en solo, il n'aura pas une épée énergétique en fait. Il aura soit des serres, soit des griffes. Exactement. Donc ça marche pas quoi. On enchaîne ensuite avec The Purge, la purge, avec précipité dans l'oubli. Vous pouvez relancer les jets de touche des attaques des unités avec ce trait qui cible des unités ennemies qui ont déjà perdu au moins un PV à ce tour. À ça, on va ajouter le trait de seigneur de guerre, mission sacrée, il déconne pas le mec. Relancez les touches de 1 pour les attaques de votre seigneur de guerre. De plus, vous pouvez relancer les jets de dégâts pour les armes utilisées par votre seigneur de guerre. Ouais, ensuite on va avoir la vie est sans valeur pour un PC. Utilisez le stratagème à votre phase de tir. Choisissez une unité purge de votre armée à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Cette unité peut cibler des unités ennemies à 1 pouce ou moins des unités amies jusqu'à la fin de la phase. Mais pour chaque 1 non modifié obtenu sur les jets de touche dans une de ces attaques, résolvez à la place l'attaque contre vos amis. Et pour finir, l'artefact de la figurine The Purge, donc c'est l'orbre de non-vie. Une fois par bataille, à la phase de tir, le porteur peut jeter l'orbre de non-vie au lieu de tirer avec ses armes de tir. Dans ce cas, choisissez un point de bataille à 8 ou moins de votre porteur, jetez un D6 pour chaque unité, à D6 ou moins de ce point, en soustrayant 2 au résultat si l'unité est un véhicule. Sur 4+, cette unité subit des 3 mortels. Le trait de seigneur de guerre, précipité dans l'oubli, il est quand même très moyen, parce que la reroll D1, finalement, on va l'avoir sur tous nos persos, que ce soit les Chaos Lords, les Démons de Prince, etc., et on en aura forcément. Donc il est un peu incompréhensible, mais c'est pas forcément pour ça qu'on va essayer de le prendre. Il y a le stratagème qui est quand même assez intéressant. Yes, puisque avec ce stratagème, pour rappel, on va être capable de tirer sur des figurines engagées au corps à corps, et si jamais on rate, on touchera nos potes. Ce qui est quand même super cool, on sent quand même que les cultistes / conscrits, quelque part, peuvent servir de chair à canon, et ça c'est super cool. Hein. Alors c'est bien parce que ça évite en fait des situations où on va se faire loquer en fait, des figurines. Du coup, une unité qui va aller se protéger en se mettant au corps à corps avec des unités qui vont pas leur faire peur au corps à corps, typiquement comme tu le dis, le cultiste. Il n'empêche que derrière ça, on est plus une armée qui va agresser, du côté que se faire agresser. Donc ça va être bien dans le sens où ça va nous débloquer certaines situations, mais c'est pas forcément notre stratégie. Là où un garde impérial peut avoir ce genre de stratégie où je veux me protéger. Ensuite, on passe au Scourge, à nos amis les légumes. On va les appeler les courgettes. Voilà, les courgettes. Vous pouvez relancer un jet de touche pour une attaque d'une figurine d'une unité avec ce trait chaque fois qu'elle tire ou combat. De plus, lorsqu'une unité tire en état d'alerte, ça le touchera sur du 5 et non sur du 6, quels que soient les modificateurs. Avec ça, le trait de seigneur de guerre, vérité bouleversante. Au début de chaque phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 ou moins de votre seigneur de guerre. Cette unité ennemie ne peut pas être choisie pour combattre à la phase de combat, avant que toutes les autres unités peuvent combattre l'effet. Si l'unité ciblée a une aptitude lui permettant de combattre en premier à la phase de combat, elle combat à la place comme si elle ne posait pas cette aptitude. Ensuite, au niveau du stratagème, on va avoir Préfiance, qui vaut 2 PC. On utilise ce stratagème après que l'adversaire a placé une unité arrivant sur le champ de bataille. Choisissez une unité d'infanterie Scourge de votre armée à 12 pouces ou moins, et on pourra lui tirer dessus aussitôt. À noter qu'on n'a pas le -1 pour être touché, qu'on peut retrouver sur le scan de Specs. Exactement. Et pour finir, la relique des courgettes, qui est que
qui est le livre des contre-vérités. Chaque fois qu'un psycheur ennemi à 18 pas ou moins du porteur réussit à manifester un pouvoir psychique, jetez un des 6 sur 5+, ce psycheur subit une blessure mortelle. Alors, un petit défaut sur cet artefact, c'est 18 pas. On aurait bien aimé le 24 pas de la dissipation. On le rappelle, hein, contrairement à Age of Sigmar, à la phase de psy et après la phase de mouvement. Donc en fait, le mec, il a juste à se dire, bah attends, je me mets 18,1 dans ton cul, et résultat, ce que tu auras choisi comme relique va servir à rien. C'est un petit peu ce qu'on trouve, en fait, je trouve, pour les courgettes, c'est que tout est pas mal situationnel. Il y en a qui pourraient être sympas une fois de temps en temps et qui pourraient même frustrer l'adversaire ou en tout cas lui faire un petit coup de pute. Mais mis bout à bout, les Red Corsair ou les autres sont systématiquement au-dessus, quoi. Pour l'instant, c'est un peu le ressenti que j'ai aussi. Parce que, mis à part les Red Corsair, les Scourges sont quand même les seuls à avoir des stratagèmes ou des traits de seigneur de guerre impactants, ouais. Qui sont vraiment impactants et qui changent un peu le gameplay. C'est-à-dire que l'interception, il n'y a pas autre part pour l'avoir. Donc c'est quand même pas mal. On enchaîne ensuite avec les Brazen Beast. Tailler l'ennemi en pièces. À chaque jet de blessure de 6 pour une attaque d'une figurine avec ce trait à la phase de combat lors d'un tour où elle a été chargée ou accompli une intervention héroïque, cette touche est résolue avec PA-4. Le trait de seigneur de guerre est graver les runes. Chaque fois que votre seigneur de guerre tue un personnage ennemi, ajoutez 2 à ses caractéristiques de force et d'attaque jusqu'à la fin de la bataille. Et c'est cumulable. Ensuite, on va voir le stratagème Ardent Cœur Démoniaque qui, pour un PC, utilise ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'une machine démon Brazen Beast de votre armée, jetez un des 6. De 2 à 4, cette unité subira T3 blessures mortelles. Sur 5-6, elle subit 3 blessures mortelles à la place. Et pour finir, l'artefact qui est plate de chair démoniaque. Le porteur a une caractéristique de sauvegarde de 2+. 2+, ajoutez 1 aux caractéristiques de mouvement et d'attaque du porteur. Donc les Brazen Beast, on voit là qu'ils sont pas là pour rigoler. Ils veulent faire un espèce de perso un peu burné. Dès qu'il va faire des 6 pour blesser, il va avoir moins 4 de PA. On a la plate qui est quand même intéressante d'avoir des princes démons en 2+, comme on pouvait les avoir chez les Iron Warrior. Et là, en plus de ça, on va avoir +1 en mouvement. On va avoir aussi +1 en attaque. Le trait de seigneur de guerre est lui aussi un petit peu situationnel. Même si on est toujours content d'avoir PA-4 sur des 6 pour blesser. Il aurait été vraiment très fort si ça avait été sur des cultistes, mais les cultistes n'ont plus les traits de... C'est vachement bien. C'est un bon garde-fou, quoi. Du coup, finalement, voilà, c'est ça. C'est un très bon garde-fou dans le sens où on diminue l'impact de ces unités-là pour renforcer d'autres unités. Yes. Et on finit avec les Fallen Hosts, les morts aux imparfaits. À chaque jet de touche de 6 pour une attaque d'une figurine avec ce trait à la phase de combat, elle peut aussitôt effectuer une attaque supplémentaire contre la même unité avec la même arme. Il précise que cela vient en plus des attaques qui sont justement générées grâce à l'aptitude mort aux faux empereurs, mais que ces attaques supplémentaires ne peuvent pas en générer d'autres. Exactement, et ça va de pair finalement avec le trait de seigneur de guerre qui est confiance ultime. Si votre seigneur de guerre génère une attaque supplémentaire grâce au trait mort aux imparfaits, il peut aussitôt effectuer 3 attaques supplémentaires au lieu de 1 contre la même unité avec la même arme. Ces attaques supplémentaires n'en génèrent pas d'autres. Ça commence à sursaturer. Ensuite, on va enchaîner avec le stratagème. Nous ne pouvons pas échouer pour un point de commandement. Utilisez ce stratagème lorsque vous choisissez une unité d'infanterie de votre armée pour combattre à la phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par cette unité. Et pour finir, l'artefact, la cape irréprochable, ajoutez 1 à la caractéristique attaque du porteur, de plus augmenter de 3 la portée des aptitudes d'aura du porteur. Encore une fois, on arrive avec des règles de légion, où on veut construire un petit personnage qui devient une brute, et lui, il va avoir tendance à envoyer un sacré paquet d'attaques, donc on va avoir une machine à tuer. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur le trait de légion, on a quand même, ça se cumule avec le trait de morpho-empereur, donc c'est quand même vachement intéressant quand on va jouer sur les attaques impérium, parce qu'on va générer quand même beaucoup d'attaques sur les 6, sur des 5 avec des présciences. Donc c'est quand même vachement bien dès qu'on va jouer sur l'Imperium. Yes. On a fait le tour là pour le coup de l'ensemble des règles au niveau des traits de Légion, qu'elles soient justement Black Legion ou Renegade. Et on voit que c'est vraiment sympa parce qu'on va avoir le gars qui débarque un petit peu dans l'univers de Warhammer 40 000 ou qui va viser, on va dire, ce qui se fait le plus souvent, à savoir la Black Legion. On va avoir quelque chose de fourni et d'assez adaptable, on va dire, dépendamment des stratégies. Ça, c'est un gros plus. Et pour le joueur fluff, il va pouvoir justement jouer sa Légion préférée. Et même s'il veut un petit peu optimiser, il pourra se diriger vers un détachement ou plusieurs détachements de Red Corsair. Oui, parce qu'on n'est pas forcément limité à un seul détachement. On peut avoir un détachement de Red Corsair et un détachement de Brazen Beast ou autre qui va permettre de nous apporter des petits stratagèmes supplémentaires, mais en plus des petits personnages burnés comme on voyait tout à l'heure. Donc il y a peut-être moyen de mélanger parce qu'en plus, finalement, fluffiquement, il me semble que les corsaires, ils ont tendance à s'allier. On attaque maintenant les datasheets. On commence par la pépite,
la Papadon. La Papadon. Il a fait énormément de bruit en fait quand on a vu la figurine, puisqu'il a été rebootisé, je ne sais pas comment on va dire, puisque ils l'ont quasiment mis au rang de Primark, puisque en gros c'est l'équivalent de ce qu'il y a côté Imperium. Il vaut toujours 240 points, il a un profil qui est putain de séduisant. On notera quand même qu'il a toutes les marques au niveau du chaos, qu'il a le trait Black Legion obligatoire. Oui. Au niveau donc de son châssis, il va bouger de 6, il va toucher à 2 au corps à corps, au tir, il a force 5, endurance 5, 8 points de vie, 6 attaques, commandement 10 et une sauvegarde à 2. Il a donc par rapport à sa version codex été buffé de plus 1 point de vie, plus une attaque pour le même coup en points. Au niveau de son équipement, il va avoir la serre d'Horus. Le mec, il a juste la serre d'Horus dans les mains. Avec cette arme, il va aussi pouvoir taper au corps à corps en faisant force x2, donc force 10, PA-4, damage D3. Et là où il y a une belle mise à jour, c'est avec Drakien, donc son épée qui est une arme démon. Il va avoir plus 1 en force, PA-3, dégâts 3. Et à chaque fois qu'il combattra, il pourra jeter un D6. Sur un 1, il se prendra une blessure mortelle et ça fera rien. Et sur un 2+, en gros, il pourra ajouter la valeur du dé en tant qu'attaque. À savoir que par rapport à avant, c'est passé de dégâts D3 à dégâts flat 3. Donc ça déjà c'est très fort. C'est un putain de ton au corps à corps. Ensuite au niveau des aptitudes, il va avoir mort aux faux empereurs. On se rappelle que si c'est notre seigneur de guerre, il sera obligé d'avoir le trait de seigneur de guerre qui fait qu'à 6 pouces, ça proccera sur du 5. De même manière que si c'est notre seigneur de guerre, on aura un bonus de plus 2 points de commandement. Ensuite au niveau des autres aptitudes, on va avoir marque du chaos ascendant. Les unités hérétiques Astartes amis à 12 pouces ou moins d'Abaddon the Despoiler réussissent automatiquement les tests de morale. Il va avoir la possibilité aussi d'être mis en téléportarium, sous-entendu d'arriver à 9 pouces de l'ennemi à partir du tour 2 à la fin d'une phase de mouvement. En plus de ça, il faut voir que la règle Seigneur de la Black Legion a pas mal évolué, ou en tout cas en français, à voir si c'est une erreur de traduction ou pas. Mais alors qu'avant, en gros, les amis Black Legion à 6 pouces pouvaient relancer les jets de touche ratés, là, ça a été un petit peu Belisarius Colisée, puisque vous pouvez relancer les jets de touche pour les unités Black Legion amis à 6 pouces ou moins de Abaddon. Ça veut dire qu'on peut relancer les réussis ou les ratés. Sous-entendu, quand vous avez un modificateur, sous-entendu un -1 pour être touché, on rappelle que les relances s'appliquent avant modificateur. Sous-entendu, si jamais vous touchez sur du 3+, et que vous avez -1 pour être touché, vous ne pourrez relancer que les 1 et les 2. Avec lui, vous pouvez relancer les 1, 2, 3. C'est toujours mieux. Et enfin, il va avoir Sombre Destin qui fait qu'il a une sauvegarde invulnérable à 4+, et que à chaque fois qu'il subit des dégâts, on devra diviser ceci par 2 en les arrondissant au supérieur. Non mais du coup on retrouve notre Abaddon, mais encore plus fort que jamais. En fait c'est clairement un up de notre Abaddon, puisqu'on a un meilleur profil, on a une meilleure règle sur les rerolls, et on garde tous nos buffs précédents. On va dire que le seul petit nerf de Abaddon, c'est son nouveau socle, puisque maintenant il est rebootisé comme tu disais, et donc il a un socle de 60, donc on va avoir plus de difficultés à passer entre nos unités pour pouvoir l'emmener au corps à corps, mais d'un autre côté on a un plus gros socle, donc plus facile d'avoir des auras. On continue dans les figurines qui ont fait pas mal de bruit quand elles sont sorties, puisque Abaddon était vraiment magnifique. Ensuite il y a eu le Lord Discordant qui est sorti. Encore plus magnifique. Encore plus magnifique. Bon, en tout cas lui par contre il est plus mitigé, il ne sera pas forcément auto-include quand on joue Black Legion. Lui, il va valoir 150 points en slip. On peut le jouer dans un profil low cost avec uniquement un autocanon payant. On va voir qu'il va avoir d'autres armes à 160 points ou alors à 180 points en version all-inclusive avec un canon conflagrateur. Au niveau de son profil, déjà, il va avoir un profil dégressif puisque c'est un personnage qui a 12 PV, il est donc ciblable. C'est pour ça, malheureusement, qu'on va être plus mitigé. Quand il est à plat potentiel, il va bouger de 12. Il va toucher à 2+ au corps à corps, au tir, force 4, endurance 6, 12 points de vie, comme je disais, 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2+. Au niveau de son équipement, c'est un connard avec plein de tentacules, donc on peut voir qu'il en a pas mal, puisque déjà, dans sa version low cost, comme je disais, il va avoir un autocanon, donc il va faire 2 tirs de force 7, PA-1, dégâts 2 à 48 pouces, c'est une arme lourde. Il va ensuite avoir un pistolet bolter, ça on va pas le décrire, il va avoir une vouge tronçonneuse impalée qui va faire force +2, donc force 6, PA-2, dégâts 2, à savoir en gros que si jamais il a effectué une charge, un mouvement héroïque, blablabla, alors ça sera force x2 au lieu de +2. Force 8. Ensuite, il va pouvoir faire 2 attaques supplémentaires avec des mécabris qui vont être force utilisateur, donc force 4, PA 0, dégâts 1. Et frag grenade, pareil qu'on connaît. Au niveau de sa monture, donc le Hellstalker, l'espèce de l'araignée, sa monture, il va avoir le choix d'avoir un découpeur à magma pour 16 points de plus, donc on va pas en parler. Ensuite, il va avoir patte et queue lamée, qui fait qu'il va générer un nombre d'attaques dépendamment de son profil. À plein potentiel, il va donc générer 5 attaques de force +3, il sera donc à force 7, PA-2, dégâts
D3. Ensuite, il va avoir une attaque d'injecteur de technovirus, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura tapé justement avec ses pattes et queue, il va faire donc son attaque de force plus 4, donc force 8, PA-4, damage D3 à chaque jet de blessure réussi pour une attaque de cette arme, ciblant une unité véhicule. Alors ça sera D3 blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Ensuite, au niveau de ses aptitudes, il va avoir mort aux faux empereurs, on sait ce que c'est, il va surtout avoir démoniaque, donc une invulnérable à 5. Au début de votre tour, il regagnera un point de vie. Il va ensuite avoir comme aptitude vraiment structurante aura de discorde, souscrivez 1 au jet de touche des attaques des unités véhicules se trouvant à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines dotées de cette règle. De plus, ajoutez 1 au jet de touche pour les machines démons de sa légion à 6 pouces de cette figurine. Et enfin, voleur d'esprit, chaque fois qu'une figurine détruit une unité véhicule ennemie à la phase de combat, elle peut soit réparer une machine démon amie, soit libérer son faisceau d'énergie. Si vous choisissez de réparer, alors vous pourrez rendre D3 PV à une machine démon à 3 pouces, et si au contraire vous décidez de décharger vos lances quelque part, alors vous pourrez choisir un véhicule ennemi à 12 pouces ou moins, et sur un 2+, elle subira D3 blessures mortelles. Et ben enfin, la figurine qu'on attendait pour essayer de ressortir nos machines démons, malheureusement, le profil, même s'il est séduisant sur le papier, il a 12 PV. Et un personnage avec 12 PV, un buffer avec 12 PV, c'est trop facile de le sortir du jeu. Donc du coup, on a un bonus qui est intéressant d'avoir le plus 1 pour toucher sur les machines démons, puisque c'est ça qu'on leur reproche surtout, c'est d'avoir que 4+, pour toucher au cac et au tir, en plus d'avoir des armes lourdes, donc toucher à 5, c'est assez horrible. Non, même si le Gunhorn Crawler, ils n'ont pas fait cette erreur-là, ils ont mis des... Mais on se disait que les datasheets avaient été faits avec les pieds, quoi. Ouais, un petit peu. Des pieds de machine démon, d'ailleurs. Des pieds de machine démon, ça va être gros. Et du coup, ce qu'on va reprocher à ce personnage-là, c'est que le buff est intéressant, sans non plus être vraiment game breaker. Par contre, on va trop facilement le perdre. Donc, peut-être on pourra builder un petit peu notre armée autour de ce personnage-là pour pouvoir avoir en début de game ses bonus. Et finalement, ces bonus, on va les perdre trop rapidement en se les faisant sniper. Et du coup, finalement, nos machines démons vont rester comme elles sont déjà. C'est quand même un mec qui va quand même faire pas mal de dégâts en soi. Hein. Même avec un conflagrateur, bon, il va être un petit peu cher parce qu'il va monter à 180 points. Donc on pourrait même se dire à la limite, est-ce que dans un petit format, on veut pas un mec un peu burné comme ça? Mais le problème, c'est que même dans un petit format, il y a une escouade de Deva, ton gars il saute quoi. En soi, je suis d'accord avec toi, dès qu'on va avoir une escouade de dévastateurs en face, ça va être très compliqué. Après, il faut le gérer, parce que c'est à petit format, il a quand même une 2+, une 5+ invulnérable, potentiellement, c'est quand même une machine démon, donc avec les nouveaux sorts, on peut la passer à 4+1 vue. Si vous êtes de Zen, vous pouvez la passer à 3+1 vue. Donc il y a moyen de builder quelque chose autour de ce personnage-là, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment à quelque chose qui va permettre de ressortir les machines démons, dans le sens où si vous tournez votre armée autour, on va vous le sortir très rapidement en fait. Donc après, lui tout seul, ça reste quand même au corps à corps, lui et sa monture, surtout sa monture d'ailleurs, tape vraiment très fort, notamment dès qu'on va passer le sort +2 en force +1 pour blesser, on va commencer à passer tous les paliers en fait pour aller taper des IK, etc. Et là, on va commencer à vraiment faire mal aux IK, parce qu'en plus, on va commencer à pouvoir se soigner nous-mêmes, dès qu'on va tuer des véhicules. Donc pourquoi pas, peut-être en missile un petit peu solo, mais voilà, vraiment le souci, c'est qu'il a 12 PV, on ne peut pas tourner son armée autour. Toujours dans les QG, on va s'attaquer au Master of Execution. Il vaut que 70 points, on est sur un petit perso qui bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps, à 3 au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, 5 attaques, et ça c'est beaucoup. Commandement de 9 et une sauvegarde à 3. Il est équipé d'un pistolet buster, d'une hache de démembrement qui va faire force x2, donc force 8, PA-3, dégâts D3 à chaque jet de blessure de 6, alors ça fera une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir mort aux faux empereurs, preneur de trophée qui fait qu'une fois par phase de combat, vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure ou de dégâts pour une attaque effectuée contre un personnage. C'est donc un exécuteur. Et enfin, boucher warp voyant, qui est ni plus ni moins qu'une intervention héroïque à 3 pouces ou 6 pouces, quand en gros c'est un personnage qui est dans cette bulle d'effet. Exactement. C'est un petit personnage qui est plutôt burné, dans le sens où comme il tape fort, il a 5 attaques, etc. Il a des règles qui permettent d'aller chercher des personnages assez sereinement, parce qu'on a une reroll, on a aussi cette intervention héroïque à 6. Malheureusement, les armées Space Marine du Chaos ont tendance à vouloir avoir des persos qui buffent, généralement, ou des personnages un petit peu missiles, mais lui en fait finalement il a que 6 pas de portée, donc c'est pas forcément le personnage missile. Donc voilà, c'est pas forcément dans l'ossature d'une armée Space Marine du Chaos qu'on va le voir. Par contre ça reste un personnage pas cher, dans le sens c'est 70 points, c'est un des moins chers du codex, et qui vit un peu sa vie tout seul.
On continue toujours dans les QG, on va s'attaquer au Dark Apostle. C'est la deuxième vraiment pépite de ces nouvelles entrées puisque ça apporte un nouveau mécanisme de jeu qui sont les prières. Bon, déjà au niveau de son châssis, c'est un personnage qui bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, 3 attaques, commandement de 9 et une sauvegarde à 3. On s'en fout, il est équipé d'un Crosus perverti qui fait force plus 1, moins 1 à la PA et dégâts 2. Donc c'est quand même pas dégueulasse, mais c'est surtout pour ses aptitudes qu'on va le kiffer. Mort au faux empereur, ça c'est bien, mais on s'en fout. Symbole de corruption, il a dû gagner vulnérable à 4, ce qui est quand même pas dégueulasse pour un personnage à 100 points. Et démagogue, puisque les unités légion à 1000 et à 6 pouces ou moins de cette figurine peuvent utiliser son commandement au lieu du leur. Mais surtout, elle va être capable de scander des prières. Puisque, en gros, au début de chaque round de combat, donc déjà là, on sent une petite erreur de traduction, on pense que ça va être au début de chaque round et pas comme au début de chaque phase de combat pour les autres prêtres au niveau de l'Imperium, puisqu'on va le voir tout à l'heure, mais au niveau des prières, ça ne va pas impacter que la phase de combat. Ici, en gros, le prêtre pourra choisir une des prières qu'il connaît, à savoir qu'il va connaître Sombre Zélote, qui fait qu'on va pouvoir relancer la phase de combat, les attaques ratées pour les unités Légion amis à 6 pouces ou moins. On le verra juste après, il va pouvoir choisir aussi une prière générique parmi 6 et une prière en plus liée à sa marque du chaos. Et il jettera un dé, et s'il y aura un 3+, la prière sera exaucée. À savoir qu'il va pouvoir être escorté de disciples qui valent 5 points pièce et qui fonctionnent par 2. Il va donc passer de 100 à 110 points pour rajouter 2 petits péons à côté de lui qui lui permettront d'avoir plus 1 à ce fameux jet de prière. Autant vous dire qu'ils sont obligatoires. Exactement. Au niveau de ces prières, comme on le disait jusqu'avant, elles vont être au nombre de 6, 7 finalement, puisqu'il en connaît déjà une, et 3 liées à sa marque, on verra ça juste après. La première va être bénédiction ténébreuse. Si cette prière est entendue, choisissez une unité légion amie à 6 pouces ou moins de ce prêtre, soustrayez 1 au jet de touche des attaques d'armes de tir qui ciblent cette unité. Et bah, moins 1 pour toucher, c'est quand même vachement fort. Hein. Donc, notamment quand on a des nouvelles unités type Obliterator qu'on a bien envie de protéger, c'est quand même toujours fort. Pareil, les grosses bandes de cultistes ou les grosses bandes de Chaos Space Marines qu'on a envie de protéger, des véhicules qu'on peut avoir moins 2 pour toucher parce que les prières notamment affectent toutes les unités légion de ce... Pas que infanterie, blabla. Pas que infanterie. Donc moins 1 pour toucher, c'est toujours très intéressant. On précise que ça se combine aussi avec les autres légions qui sont déjà couvertes dans le codex SMC. Hein. Sous-entendu, vous êtes Alpha Légion, vous êtes à plus de 12. Moins 2. Moins 2. Moins 2. Ah, je crois qu'il y a des Eldar à l'époque qui me disent que... Il nous emmerde, il nous emmerde, il nous emmerde. Je l'ai dans l'oreillette. Ensuite, on va voir la prière litanie du désespoir. Si cette prière est entendue, en gros, à chaque fois qu'il effectuera un test de morale à 6 pouces du prêtre, il jettera 2 dés et défaussera le résultat le plus bas. Clairement, la prière la moins intéressante, je pense, du lot. Et donc la plus rapide à passer, puisqu'on va enchaîner avec présage de puissance, puisque en gros, si cette prière est entendue, ajoutez 3 à la caractéristique d'attaque de ce prêtre. De plus, si cette prière est entendue, les armes de mêlée de ce prêtre ont une caractéristique de pénétration d'armure de -4. Celle-ci aussi va être rapide parce que, pareil, on est sur un buffer et pas sur un personnage de CAC, notamment parce qu'il a que 3 attaques, donc c'est pas terrible. On va plutôt avoir tendance, avec ce personnage-là, à vouloir buffer les autres unités que de buffer soi-même. On pourrait se dire que c'est pas mal en def, si un mec passe à côté, le fait est qu'on doit choisir ses prières en début de partie. Exactement. Et donc on n'ira jamais la prendre celle-là. Forcément, on la prendra pas en fait. Ensuite, appel Warp Voyant. Si cette prière est entendue, choisissez une unité légion à 6 pouces ou moins de ce prêtre, ajoutez 1 au jet de touche des attaques d'armes de tir des figurines de cette unité ennemie. Putain, il y a écrit putain. Il y a écrit putain. C'est super putain, fort. C'est la deuxième préscience, les gars. C'est super fort, bordel. Ah oui, non, c'est génial parce que du coup, on a des unités qui peuvent être déjà des cultistes à 2+. C'est quand même fort, mais en fait surtout c'est qu'on va pouvoir fiabiliser 2 unités par tour en fait, un avec préscience, un avec ça, surtout qu'en plus ça passe beaucoup plus souvent que préscience celui-là, donc pareil, le deuxième, vraiment merci. Ensuite, on enchaîne avec Augure Fléau des âmes. Si cette prière est entendue, choisissez une unité légion amie à 6 pouces ou moins de ce prêtre, ajoutez 1 au jet de blessure des attaques d'armes de mêlée des légions de cette unité. Putain, il y a encore écrit putain. Il y a encore écrit putain en effet, parce qu'on va arriver à +2 pour blesser, +1 grâce à cette prière, et +1 grâce au stratagème qui est dans le codex SMC, qui vous permet de blesser à +1 pendant une des phases. Donc là, on arrive sur vraiment des unités qui peuvent être buffées, mais de fou. Ah ouais, complètement, c'est un vétéran de la longue guerre, Augure Fléau des âmes. Exactement, c'est ça. Et enfin, dernière prière générique, ça va être supplication illusoire. Si cette prière est entendue, les légions amies à 6 pouces ou moins de ce prêtre ont une sauvegarde invulnérable à 5+. Putain. Il y a aussi écrit, je crois. Parce que voilà, celle-là aussi, on ne sait plus laquelle choisir. Ouais. Non, mais voilà, on a 5+1 vue sur toutes nos unités. Et c'est unité, encore une fois, donc c'est les véhicules, etc. Les Land Raiders, on se plaignait les Land Raiders ou les Renault, on se plaignait qu'ils n'avaient pas d'invue. Eh bah si, maintenant ils en ont une. Donc voilà, encore une fois, c'est une unité qui est
ultra importante, qui va être ultra importante dans les futures armées de SMC, parce qu'on peut tourner en fait nos armées autour de ces prières. Alors le problème c'est que ça reste une prière par prêtre, et qui coûte quand même relativement cher, donc on va vouloir avoir tendance à avoir notre armée qui est autour. Donc si on va avoir des armées de cac, on va avoir le plus 1 pour blesser. Si c'est des armées de tir, on va avoir le plus 1 pour toucher. Si on veut protéger une grosse unité, ça va être le -1. Donc voilà, on va pouvoir tourner ça autour de notre liste. Mais voilà, c'est super fort. Ouais. Pour très vite enchaîner aussi, donc sur les prières au niveau des marques du chaos, on va avoir +2 en force si jamais on a un prêtre du chaos qui a réussi à scander celle-ci. On va ensuite avoir pour les prêtres de Tzeentch une prière qui permet de récupérer D3 PV perdus. On va avoir pour les prêtres de Norgul +2 à l'endurance. Et pour les prêtres de Slaanesh, la faculté de pouvoir avancer et charger à ce tour. Mais ça, c'est comme la prière numéro 3, c'est que en fait, c'est des prières qui buffent votre personnage, et on a plutôt envie de buffer notre armée entière, quoi. Donc, c'est le souci de celle-ci. Moi, j'aime bien celle de Tzeentch, parce que ça m'a permis de vous healer, et moi, je vous la recommande dans le sens où on va avoir sur une méta où on va avoir beaucoup de snipers, et on voudrait bien que nos persos survivent un petit peu. Yes, en gros, comme on l'a dit, il peut lancer une prière, mais il en connaît un total de 3. Une générique pour en lancer des touches au corps à corps, une liée à sa marque et une choisie. Et comme tu l'as dit, ça sera systématiquement plus rentable d'aller chercher de Tzeentch, parce qu'au moins, au cas où, si jamais en fin de partie, on a besoin qu'il ne se fasse pas sniper comme une merde pour un KP ou ce genre de choses, hop, il se healera des 3. Exactement. On notera quand même que le Dark Apostle est lui un choix de QG, alors que les Dark Disciples sont des élites qui n'occupent pas de slot au niveau justement de ces types d'entrées, et surtout en fait qu'ils ne sont pas ciblables. Ils n'ont pas le keyword personnage, mais s'ils sont à côté de lui, ils ne vont pas être ciblables, donc pas snipables non plus, parce qu'ils n'ont pas le mot-clé personnage. Exactement. On passe maintenant au seul datasheet typé troupe de cet ouvrage, même si on le connaît déjà, ça va être les Chaos Space Marine. Ici, c'est quand même intéressant de justement faire un petit update sur eux grâce au canon rotatif Reaper. On va pouvoir les jouer à 5 à 65 points comme taxe en slip, à 5 avec un canon Reaper à 85 points, ou à 10 avec 2 Reapers dedans à 170 points. Pour moi, ça fait que l'unité prend vraiment, en tout cas, son sens. Comme tu l'as dit, il y a des failles à cet équipement-là, mais au moins, on va avoir des taxes qui vont être rentable et surtout en fin de game synergisable. Il ne nous reste que ça comme menace, et c'est pas grave parce que vétéran de la longue guerre plus tiré 2 fois pour 3 PC, c'est des unités qui vont faire peur quand même. On n'a pas vraiment de réel update en fait du Chaos Space Marine, mis à part le canon rotatif, mais comme tu dis, il fait du bien. Donc à voir si on le revoit un peu plus, notamment aussi avec Red Corsair. Les Red Corsair tu peux spammer le CP comme tu veux, et en plus de ça, tu peux les faire revenir, donc pourquoi pas. Une datasheet qui n'a pas forcément évolué, mais qui va peut-être revenir grâce à ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, c'est une datasheet qu'on peut avoir entre 5 et 20 membres, donc faire revenir 20 Chaos Space Marine, c'est quand même énormément de membres. On enchaîne donc ensuite avec un choix d'élite, un vrai choix d'élite, puisque celui-ci il occupe une slot, c'est les Terminators. Ils sont à 33 points dans leur version avec Combi Bolter et Hache énergétique, sous-entendu mouvement de 5, qui touche à 3 au corps à corps au tir, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques, 3 pour le champion, commandement de 8, 9 pour le même homme, et une sauvegarde à 2. Avec leur hache tronçonneuse, ils vont donc passer à force 5, PA-1, dégâts 1. Est-ce que les Terminators deviennent jouables ? Alors, c'est une bonne question. On a encore perdu 2 points, puisque finalement, en Chapter Approve, on avait déjà perdu. On vient de gagner la raid des Combi Bolt. Donc, on est des Terminators, donc on tire à full puissance, à longue portée. Donc, on a tendance à dire, pourquoi pas, les réessayer. On a toujours des unités qui peuvent être buffées, etc. Mais par contre, quand tu viens comparer finalement avec des armes comme le canon rotatif, etc., qui rentrent en jeu, est-ce que finalement la puissance de feu d'un canon rotatif, d'une mini-squad de Space Marines avec 2 canons rotatifs, comparée à celle de Terminator, est-ce qu'on va pas être avec une puissance de feu moindre ? Voilà, moi je suis encore dubitatif sur leur place. Ça reste très facilement cliquable parce que même au corps à corps, c'est que 2 attaques, force 5, PA-1, vous envoyez n'importe quel rhino dedans, il peut les occuper toute la partie, donc c'est un peu chiant. Même la game d'après, même dans la mallette, en fait, tu l'empruntes à ton pote, tu le ranges avec. Tu poses le rhino dessus. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, tu mettais en opposition justement les nouveaux SMC avec 2 canons rotatifs dedans, en fait pour 170 points versus 335 pour 10 Terminator. Certes, ça fera 10 PV de plus en termes de tankiness, mais en termes de létalité pure, voilà quoi. Seul avantage du Terminator, c'est la frappe. Vous avez la frappe en profondeur, vous pouvez mettre l'Alpha Strike, mais de toute façon, maintenant que vous avez 24 pas de portée, vous n'avez pas forcément besoin. Ouais. On enchaîne ensuite avec une putain de bonne surprise, déjà parce qu'on a vu que les figurines avaient été refaites, et surtout, elles sont plus grosses. Comme les Space Marines du chaos. Sauf que ici, il y a une vraie mise à jour au niveau de nos amis les Havoc.
La mauvaise déjà nouvelle, c'est qu'il passe de 13 à 14 points, mais quand on voit ce que ça donne derrière, et ben ça valait le coup de gagner un point, puisque en gros, on va bouger de 6, on touche à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 5. Ils sont passés endurance 5, 1 point de vie, une attaque, commandement 7 et une sauvegarde à 3. Ils passent endurance 5 et ils gagnent griffe stabilisatrice, ce qui fait qu'en gros, on peut se déplacer et tirer avec des armes lourdes sans pénalité. Et ça, c'est super fort. Malheureusement, l'unité n'est jouable maintenant plus qu'à 5. On n'est plus capable de booster les effectifs pour avoir des PV tampons. Et ça, c'est un petit peu triste. Ils sont de base équipés de bolters lourds ou de canons laser, ou alors le fait de pouvoir choisir son arme parmi des armes lourdes et donc d'aller chercher le canon rotatif. Reaper. Exactement. Au niveau donc des mises à jour, au niveau de leur coût en points, on va être à 150 points pour 4 canons Reaper, 170 points pour 4 canons laser et à 110 points en version low cost pour 4 bolters lourds. On va faire un focus sur les canons Reaper puisque c'est quand même la nouveauté, puisque tout ce qui existait avant, on va dire, est connu. Pour les 4 canons Reaper, on va quand même donc être sur 32 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1. On se rappelle qu'on peut avoir vétéran de la longueur et qu'on peut aller prescienter ou les mettre sous prière justement de nos amis les apostoles. Exactement. Et donc être capable par tour de toucher à 2+, et de faire 64 tirs avec +1 pour blesser. Ah, dit comme ça fait mal. Ah, dit comme ça, ça fait mal. Alors ouais, en effet, c'est genre avec les canons rotatifs Reaper, on arrive à une saturation quand même énorme. Surtout que maintenant, on peut bouger et tirer sans malus. Donc finalement, la portée de 30 pas, elle est là, quoi. Donc ça, c'est super fort. Toujours, je vais toujours mettre le petit bémol sur le canon Reaper, c'est la portée, parce que 30 pas, c'est grand, mais c'est pas non plus immense. Donc, quand vous allez les mettre, vous allez jouer, vous allez tuer quelque chose, ça c'est sûr, vous allez le tuer. Mais derrière, vous allez perdre, surtout vous n'avez plus de PV tampon. Et c'est vraiment le petit bémol qu'on va avoir sur cette unité. Après, moi ce que j'aime beaucoup, parce que même sur les armes qu'on connaît, canon laser, bolter lourd, avant, on avait tendance, pour éviter l'alpha strike du T1, à les cacher. Mais du coup, quand on les sortait, on avait le -1. Là, on les a plus. Donc là, faut en profiter. Hein. Vous les mettez cachés dans vos ruines, vous les sortez, et ils tirent à plein fouet. Et ça, c'est super fort. Et on continue d'être surpris en passant cette fois-ci aux fortifications avec le Noctilith Crown, qui est la porte des étoiles. Ah, clairement, Stargate. Il vaut 100 points, il est ciblable là pour le coup, puisqu'il va toucher à 4, endurance 8, 14 PF, sauvegarde à 3. S'il est pété, on jettera un dé, et s'il explose sur un 6, eh ben, il fera des 6 mortels à des 6 pouces. Donc franchement, on n'a pas envie d'être à côté. On notera quand même qu'il est équipé d'un pistolet, on ne sait pas pourquoi, qui à 6 pouces va faire des 6 tirs de force 7, PA-2 dégâts 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses autres aptitudes? Alors sur les autres aptitudes, il a une première aura qui est une aura d'invulnérabilité, donc toutes vos unités qui sont entièrement à 6 pas pour le premier tour, et en fait son aura va augmenter de 3 pas à chaque tour de la game. Donc on va jouer paquet au début, on va pouvoir s'extirper un petit peu. En plus de ça, tous les psycheurs qui seront apportés vont pouvoir reroll leur test de psy. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on a envie de paquer tous ces psycheurs autour, parce que si ça pète, ça fait mal. Et le faire péter, une figurine qui a juste 14 PV, 3+, une A vue 5+, parce qu'il est quand même aligné avec lui-même, donc il a une 5+, 1 vue, c'est quand même assez facile. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse garder très longtemps ce bonus de 5+, 1 vue, notamment parce qu'on vient de le voir, les Dark Apostles nous ont fait une petite prière à 5+, 1 vue. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça, on ait vraiment envie de le sortir. On a aussi une aptitude qui est convergence malveillante, qui fait que tous les psycheurs ennemis dans un rang de 24 pas, alors c'est pas psycheur ennemi, c'est psycheur qui n'est pas du psycheur du chaos, à 24 pas subiront des périls de warp sur un double au lieu d'un 1. Mais cette forteresse est immobile, donc c'est quand même assez facile d'éviter la forteresse. Avant que tu émettes justement un jugement sur cette entrée, moi je vais quand même pousser un coup de gueule que je pousse à chaque fois qu'on découvre la règle immobile et que celle-ci est refaite. Sous-entendu, la figurine ne peut jamais se déplacer pour quelle qu'en soit la raison, et que c'est une règle immobile, c'est la même que pour nos amis les drop pods, sauf que eux n'ont pas cette petite phrase qui fait que toutefois les unités ennemies peuvent cibler les unités ennemies situées à 1 pouce ou moins de cette figurine à la phase de tir. Sous-entendu, tu vas pas courir, charger un truc immobile. Exactement. C'est un truc qu'ils ont déjà modifié pour le décor Eldar et aussi pour quasiment l'ensemble des nouveaux décors depuis, il me semble, Chapter Approve.
Et ils n'ont pas faqué ça pour les drop pods, ce qui rend la figurine injouable. Donc c'est complètement con et il faudrait que ça change. Bah, c'est vrai que pour les drop pods, il faudrait que ça change. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on a cette règle-là sur cette figurine-là qu'on va vouloir la jouer. Parce que, comme on disait tout à l'heure, la 5+1 vue, on l'a autrement. On n'a pas forcément envie de coller nos psychures à côté parce que c'est quand même assez dangereux. Même si l'aura va grossir au fur et à mesure de la partie, il faut quand même vraiment jouer autour. Et c'est un décor qui est ciblable, donc on peut tomber cette invulnérabilité. Je suis assez déçu par ce décor. Surtout qu'il prend un détachement, qu'on a besoin des détachements parce qu'on veut prendre des CP. C'est surtout ça, ouais. Donc voilà, je suis pas convaincu. Il est magnifique, on l'achètera et on le jouera comme un décor neutre. Mais rien que pour la porte des étoiles, les gars. Quoi. Exactement. On a fait le tour des datasheets, des traits de seigneurs de guerre et ainsi de suite. On va maintenant s'attaquer justement à ce qui fait l'intérêt d'un Vigilus versus la réédition d'un codex. C'est les détachements de spécialistes. Pour rappel, au moment où vous faites votre liste, vous pouvez choisir qu'un détachement devient un détachement spécialiste en gagnant un nouveau mot-clé pour un point de commandement. A savoir que ces détachements vous octroient aussi la faculté pour un PC d'avoir un trait de seigneur de guerre en plus et de pouvoir, au moment où vous allez équiper un des personnages d'une relique, d'en avoir une en général spécifique à votre détachement. Exactement. Le premier détachement qui est porteur de désespoir, Terminator Black Legion seulement. Le trait de seigneur de guerre qui est une reroll des touches, des 1 pour toucher et qui passe à full reroll si vous êtes un Chaos Lord. La relique est une hache plus 3 en force, moins 2 de PA, damage des 3 et plus 1 pour toucher face à l'Imperium, donc ce qui se cumule avec mort au Fort Empereur, c'est toujours sympa. Les stratas, on a un premier stratagème pour un PC. En phase de combat, vous infligez 2 fois plus de pertes au moral que ce que vous avez infligé. Et le second stratagème qui est de réussir automatiquement pour un PC à unité à 18 pas votre test de commandement. Très franchement, ce détachement-là, je ne le comprends pas vraiment parce que... J'allais le défoncer, tu l'as fait avant moi, ça me va. Ah bah ouais, mais... Comme ça, je suis le gentil flic. Je le comprends pas parce que la deuxième bulle, finalement, vous avez déjà Abaddon pour la bulle de full reroll. Le stratagème des 2 fois plus de combat, franchement, on a très peu d'armées où on va arriver à générer assez de pertes, notamment en phase de combat avec des Terminators pour le rendre intéressant. Et la réussite auto du test, finalement, on l'a déjà pour 2 PC. Et sinon, vous jouez Abaddon et vous êtes sans peur. Et bon, on va enchaîner avec Batterie de Dévastation. Exactement, qui est accessible aux Zavok, Oblite et Warsmith. Donc celui-là... En effet, Batterie de Dévastation qui est accessible aux Zavok, Oblite et Warsmith. Le trait de seigneur de guerre qui est une relance des blessures des 1 à 6 pas contre les véhicules, donc ça c'est quand même vraiment fort. La relique qui est une relique qui à 6 pas vous en retirez le couvert d'une unité. Le premier strata est une reroll des dégâts qui est contre les bâtiments, donc c'est assez situationnel parce que les bâtiments on n'en voit pas beaucoup, malgré qu'ils en ressortent à chaque fois. Et le strata numéro 2 qui est une interception, alors un peu différente, c'est une interception à la fin de la phase de mouvement de votre adversaire si vous n'avez pas le premier tour. Donc ça veut dire qu'en fait c'est peut-être vous qui allez avoir la première tatane, la première titane pendant le tour de votre adversaire. Donc le détachement Batterie Dévastation, c'est un détachement vachement sympa dès qu'on va pouvoir jouer des Avocs et des Oblites parce que le trait de seigneur de guerre, la relance des 1 contre les véhicules est quand même vachement intéressante. C'est rare de pouvoir relancer les blessures en KO. Oui, exactement. Alors, plus maintenant, parce qu'on a maintenant un sort du Master of Possession avec les Oblitérators, mais n'empêche, ça n'affecte pas les Avocs. Donc là, on a des Avocs qui rerollent les 1 pour blesser. Donc sur des canons laser, c'est super fort. On va être, par exemple, sur un Rhino, on va être en 3+ reroll des 1 pour blesser. C'est quand même vachement cool. Ensuite, on a aussi la relique, qui est quand même vachement forte. C'est-à-dire que maintenant que on peut avoir beaucoup d'unités qui sont à couvert, notamment pendant le T1, c'est super fort aussi. Et on a aussi ce stratagème-là, qui est... fort, on en a beaucoup discuté, je trouve fort parce que ça va nous obliger à jouer autour, mais aussi ça nous oblige à exposer nos Oblitérators dès le T1, de pouvoir les sortir en fait, et donc certes tirer une première fois, mais d'avoir une contrepartie derrière de mourir. Donc c'est un stratagème très intéressant parce qu'il fait partie de notre arsenal. C'est bien, même si vous avez déployé vos unités agressivement et que vous faites reprendre les limites, vous pouvez quand même tirer avec, donc ça c'est fort. Mais moi j'ai tendance à pouvoir jouer assez safe généralement. Si je peux cacher, maintenant qu'en plus je peux cacher, bouger sans malus mes unités et de tirer en fait à la deuxième phase. Et c'est vrai puisque avec salve punitive, oui. Il faut qu'on prévoit le fait de tirer sans avoir bougé. Sous-entendu, l'adversaire a le tour 1 et nous on doit déjà être dans la pampa ou avec un champ de vision qui fait que c'est bien, on va pouvoir tirer à 24 pas. Donc, entre guillemets, si le mec veut se rapprocher, il va prendre la foudre, il va prendre 32 tirs, on va dire, si on prend le cas des Avocs avec des Reapers. Mais derrière, on sait qu'on va perdre ces Avocs.
Donc c'est très fort, mais je pense qu'avec du recul, tu réfléchiras avant de l'utiliser quand même. Exactement, mais ça oblige aussi votre adversaire à jouer autour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne en compte que vous avez ça, et il ne peut pas vous rusher dedans. Ouais. Donc notamment si vous avez mis un objectif devant vos Reapers, bah, il ne peut pas aller dessus dès le T1. On arrive au troisième détachement de spécialistes, qui est le culte des damnés, accessible pour les cultistes, Dark Apostle et Dark Disciple. Le trait de seigneur de guerre est une relance des jets de charge, et ça c'est bien. La relique est une relique un lance-flamme damage 3, donc assez passable. La strata numéro 1, une réussite des tests auto une fois que votre unité a détruit une unité adverse. Et le strata numéro 2 qui est de pouvoir avoir +1 au jet de prière, encore une fois, pour nos Dark Apostles. Yes. On précise que déjà que le détachement d'avant n'était pas réservé à la Black Legion. Là, c'est pareil. Et pour le coup, il n'est pas écrit qu'un 1 sur une prière est un échec auto. Sous-entendu, en fait, là, on va déjà avoir plus, on est sur du 3+, on va avoir +1 si jamais on a les acolytes, et +1 encore ici, donc la prière passe auto. Donc même si on peut, grâce à ça, réussir sa prière auto, qui peut être toujours intéressant dans un moment stratégique, on va avoir un Dark Disciple qui va nous donner déjà +1. Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas tenter le 2+ de base, claquer son CP pour la reroll, donc on a une chance de 36 de rater, pour pouvoir. Donc là, pareil, c'est vraiment, si vous avez vraiment besoin, celui-là est toujours bien, pour comme ça vous êtes sûr de le passer. Si vous n'en avez pas forcément besoin, je pense que je préfère tenter la reroll. Qui n'a jamais vu une Sainte Célestine ne pas se relever sur un 1 relançable? C'est arrivé. Donc globalement, le stratagème, il est quand même bien, parce que quand on va jouer autour des cultistes, avoir une reroll des charges est toujours fort. Maintenant, on va aller jouer, on va avoir la tendance à vouloir jouer en Black Legion, forcément, puisqu'on veut la bulle de sans peur d'Abaddon. Et donc c'est un détachement intéressant pour jouer autour des cultistes. Le quatrième détachement de spécialistes qui est ritualiste démoniaux, accessible aux Dark Apostle, Dark Disciple, Master of Possession, Possédé et Greater Possédé. Le trait de seigneur de guerre permet de générer une blessure mortelle sur un 6 pour blesser au corps à corps. La relique est une relique ayant +3 en force, -1 PA, damage D3 et qui génère aussi une blessure mortelle. Le stratagème numéro 1 qui est +1 en force, +1 attaque à 6 pas du Master of Possession, donc le sorcier. Et le strata numéro 2 qui est un heal de D3 sur un des persos. Alors moi je t'avoue que ce détachement là, je ne sais pas trop quoi en faire. Certes, si on veut jouer des possédés, ça peut être intéressant, mais ça coûte cher en CP puisqu'on doit payer 1 CP. En plus, le strata, +1 en force, +1 en attaque, il est pas mal avec un Greater possédé à côté, mais là c'est le Master of Possession qui doit le lancer. Donc là on est sur un truc où le Master of Possession, en plus c'est le sorcier, donc t'as pas forcément envie de l'envoyer. Ça va demander de beaucoup de force pour pousser les planètes, et finalement en fait ça sera sur des unités qui en plus seront petites et pas très impactantes. Exactement, donc je suis très mitigé sur ça. Et je l'ai dit avec ma voix très féminine. Oui. Le détachement de spécialistes suivant qui est Meute des Forges d'âme, accessible aux Warsmith et Machine Démon. Donc Warsmith, avec donc du coup notre nouvel ami, le Lord Discordant, qui peut l'avoir. Le trait de seigneur de guerre qui ajoute +2 en mouvement aux seigneurs de guerre et aux unités Machine Démon à 6 pas. Donc on va avoir une relique qui rajoute une attaque par unité ennemie à 1 pas et qui passe vos mécavries à +1 en force, -1 de PA et damage 2. Le strata numéro 1 qui nous permet de doubler nos PV actuels pour ce qui est de la tranche à considérer pour votre machine démon. Et le strata numéro 2 qui est une advance et charge pour vos machines démons. Celui-ci, quand vous voulez jouer avec des machines démons, il est un peu obligatoire. On va regretter encore une fois le +2 en mouvement, qui on aimerait bien donner sur notre Lord Discordant, mais celui-ci est ciblable, donc on est obligé de le donner sur un Warsmith qui lui n'est pas ciblable. Mais ce Warsmith là, il va falloir qu'il court, et qu'il court vite, parce que les machines démons vont plus rapide que lui. Donc, si vous êtes ballsy, vous pouvez quand même vous faire vraiment l'ensemble des machines démons qui bougent de 12 ainsi de suite, mais comme tu l'as dit, ils sont ciblables, c'est con. Et donc quelqu'un qui sait jouer, ou en tout cas qui a l'arsenal pour vous sanctionner, pourra le faire dès le tour 1. Quoi. Exactement, mais bon voilà, ça reste comme intéressant parce que les deux stratagèmes sont bien. Le stratagème qui permet de doubler ses PV pour récupérer des paliers, ça c'est quand même pas mal, surtout si votre adversaire se dit bon c'est bon, il va plus beaucoup bouger parce qu'il il est en profil dégressif, là hop, vous passez. Pareil, il advance ses charges, c'est toujours sympa. Un détachement qui pour moi est bien à prendre si vous jouez des machines démons, mais c'est pas forcément pour ça qu'on va avoir des machines démons partout. On arrive sur le détachement Osteraptoriel qui cible toutes les figurines à réacteur dorsal de votre détachement. Le trait de seigneur de guerre qui est un +2 au jet de charge à toutes les unités à 6 pas. Je dis what? Putain non. La relique qui est une relique qui permet de mettre une blessure mortelle à 4+ sur toutes les unités qu'on a survolées en phase de mouvement et en phase de charge. Alors on va mettre on va mettre une petite note là-dessus, c'est qu'en charge ça ne fonctionne plus maintenant, mais c'est parce qu'on ne peut plus utiliser sa capacité de vol pendant la phase de charge, mais
pourquoi pas, ça peut revenir encore en arrière dans les mois futurs, et donc là-dessus, on aura une utilité. Le strata numéro 1, qui est une relance des touches lorsque l'on FEP pour une unité, à déclarer au moment où vous FEPez. Donc c'est le petit cinquantage qui va pas nous plaire. Et ensuite, le strata numéro 2, qui est moins 1 de commandement jusqu'à la fin du tour pour l'unité qui vient d'être chargée. Bon, c'est un détachement qui est ultra intéressant pour le traceur de guerre, parce que vous avez des raptors qui vont FEPer et qui vont charger à 7. Donc ça, c'est quand même ultra fort. Donc si vous voulez jouer des raptors, pour moi, c'est auto-include. Je ne sais pas si ça va amener les raptors à être joués, mais en tout cas, c'est vraiment fort. On peut imaginer des petits persos Chaos Lord avec des packs dorsaux qui vont pouvoir charger à +2. Donc en fait, des mini patrons Blue Angel en fait, dans ce style-là. Et en plus, on a vu qu'ils avaient accès à quand même pas mal de reliques, pas mal de traits, notamment de Légion Renégate, qui nous permettent de les buffer pas mal. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, la relique, pas terrible. Et les deux strata, la relance des touches, pourquoi pas. Mais même si les Chaos Lords notamment vont nous relancer les 1, c'est pour ça. En fait, ce que je disais au début, c'était le séquençage en fait, qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, c'est au moment où vous arrivez, si vous payez 1 CP et que vous ne chargez pas, vous allez un con. En tout cas, encore une fois, un détachement qui va nous permettre de faire des listes à thème autour justement des unités avec réacteur dorsal et surtout de fiabiliser ces putains de charges, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire une liste autour de quelque chose qui est tellement aléatoire, parce qu'une charge à 9, même rerollable avec son chamallow, on a quand même 2 chances sur 3 de l'avoir dans le cul. Exactement. Ensuite, on arrive à un détachement très très particulier qui est le détachement Ange Déçu, qui va concerner nos amis les Fallen. Alors, nos amis les Fallen, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, mais je ne suis on va voir si on les revoit grâce à celui-là. En tout cas, il concerne toutes les unités Fallen, donc Cypher et les Fallen, qui sont des élites. Mais ensuite, on peut aussi leur rajouter, grâce à ce détachement, des sorciers et des rhinos qui perdent leur mot-clé Légion et Marque, et qui gagne le mot-clé Fallen. Le trait, c'est pas de commandement récupéré autour de Cypher dans un rayon de 12, 18 ou 24 en fonction du nombre d'unités Fallen que vous allez avoir autour de vous. La relique, qui est une relique qui fait moins 3 de PA, D3 plus D3 BM, sur les 6 pour blesser, donc c'est quand même assez fort. Les strata, c'est moins 1 pour toucher sur une de vos unités qui est entièrement dans un décor. Et le deuxième strata, c'est la relance des blessures. Donc la relance des blessures, c'est quand même fort, faut se le dire, mais c'est des Fallen. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va voir des Fallen. Pour moi, c'est une tentative de jouer fluff, en fait, encore une fois. Exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment structurant pour que les joueurs qui ne connaissent pas ou qui débarquent dans 40K aillent vers ce genre de mots-clés. Exactement. Je trouve que c'est ce type de détachement, autant celui sur les Havoc, il est vraiment impactant et ça, on va avoir tendance à vouloir jouer des Havoc, etc. Mais lui, il a un réel impact dans la game. Les Fallen, je ne les vois pas vraiment revenir. Les Raptors, par exemple, je les vois un peu plus. Tu vois, c'est vraiment, on va voir un petit peu dans les mois à venir lesquels seront vraiment plus décisifs que l'autre. On a fait le tour de l'ensemble des traits de seigneur de guerre, reliques, détachements, datasheets des hérétiques Astartes. On a eu la bonne surprise de se rendre compte que dans Vigilius 2, il y avait une toute petite partie sur les démons de Khorne. On retrouve le datasheet du Skulltaker et du Blood Master. En fait, en gros, il n'y a eu aucun changement. C'est juste qu'il y a un nouveau décor qui est le Skull Altar, puisque certainement qu'il est sorti dans Age of Sigmar et donc il est jouable dans Warhammer 40 000. Il vaut 100 points. Là, pour le coup, c'est un vrai décor. Sous-entendu, il n'est pas ciblable. Il va apporter pas mal de règles. Ce décor qui est aussi un monument qui est lui aussi immobile, mais par contre que l'on peut invoquer par invocation démoniaque. Et il vaut 5 points de puissance pour l'invocation démoniaque, donc assez facile à invoquer. Il va avoir une première règle qui est Nexus de sombre gloire, qui va permettre à votre aptitude privilège de rage, donc qui est l'aptitude locus de vos persos de Khorne, de passer de 12 au lieu de 6. Tant que votre personnage se trouve dans un rayon de 8 de ce Skulltaker. En plus de ça, on va avoir un personnage Bloodletter, donc c'est pour ça qu'on a vu les datasheets du Skulltaker et du Bloodmaster juste avant, qui vont pouvoir prendre position sur ce trône, donc seulement les personnages infanterie, donc il n'y a que ces deux datasheets qui peuvent le faire. Une fois qu'il y a un personnage qui est installé, ce personnage-là va voir son invulnérabilité augmenter de +1, donc jusqu'à un maximum de 3, donc généralement à 4+, pour ces deux datasheets. On peut passer à 3+, avec la relique démon. Et ensuite, une fois que ce personnage-là est installé, on a toutes nos unités de Bloodletter qui sont dans un rayon de 16 pas. Alors malheureusement, c'est entièrement dans un rayon de 16 pas, qui vont gagner +1 attaque. Donc on peut monter avec des Bloodletter à 3 attaques en charge, donc c'est quand même assez fort. On a aussi un petit buff qui est pas vraiment intéressant dans le sens où on va mettre un malus au test psychique des psycheurs à 8
de cette figurine. Donc disons qu'on ne va pas très souvent l'utiliser. Le mais petit en cœur, plus, s'il a 8 pouces, c'est qu'il est entouré de Bloodletter en général. ouais, généralement, il n'est pas très bien. Et ensuite, on va aussi avoir la faculté d'invoquer plus facilement grâce à cette figurine. Malheureusement, l'invocation, c'est pas forcément ce qu'on joue en démon, parce que ça nous oblige à être immobile. Mais d'un autre côté, là, on a un personnage qui est immobile, puisqu'il est monté sur son trône pour buffer les Bloodletters. Globalement, sur cette datasheet, je suis assez peu convaincu. Encore une fois, les Bloodletters, c'est quelque chose qu'on veut avoir de la projection avec. Donc, rester autour de cette figurine-là, c'est compliqué. Parce que même si on peut l'invoquer, Faut rester immobile. il faut rester immobile. Donc, la figurine, il faut qu'elle soit déjà présente. Donc, j'ai vraiment du mal avec ça. Je ne suis pas sûr qu'on en verra vraiment. Parce que, Pour les joueurs Fluff Corn, en fait. encore une fois. Et encore une fois, on va le redire, mais ça reprend un slot de détachement. Et c'est toujours la même rengaine, en fait. On a besoin de CP, notamment les corneux, qui dépensent beaucoup de CP, entre la mise en FEP, la bannière, le double close. Et pour finir, avec la sortie de ce nouveau décor, on a aussi un détachement de spécialistes, qui est le détachement Légion des crânes, pour les Bloodletters uniquement. Donc les Bloodletters, pour rappeler, ça impacte les Blood Crushers, donc les Juggernautes, les Persos, les Bloodletters et les canons à crâne, qui ont tous ce mot-clé-là. Le trait de seigneur de guerre, qui est plus une attaque pour votre seigneur de guerre, plus 2 s'il y a un perso à 6 pas. La relique, qui est en fin de phase de corps à corps, sur du 4+, vous pouvez récupérer D3 PV si vous avez tué une figurine. Le stratagème numéro 1, qui est D3 mortel, une fois que vous avez passé un test de tir sur la figurine que vous ciblez. Et le stratagème numéro 2 qui permet de jeter plus 2 au jet de charge sur une unité qui a déjà été chargée, mais vous ne pouvez pas charger d'autres unités. On va faire un temps de pause pour digérer cette information. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez charger une unité que vous avez déjà impactée, par exemple avec des Bloodletters qui ont la bannière. Pour charger à 3d6. Pour charger à 3d6, donc vous êtes quasiment sûr de charger avec. Ensuite, vous avez une deuxième unité qui peut charger l'unité que vous avez déjà chargée avec plus 2. C'est comparable en fait à celui des Space Wolf. Oui. C'est parce que c'est typiquement le même en fait. Malheureusement, les Space Wolf n'ont pas accès à la bannière. Et toi, tu as accès aux bannières. Et finalement, te dire que tu vas payer 1 CP pour le bataillon, plus 2 CP pour ce stratagème-là, pour faire en fait aller charger plusieurs unités en fait dessus. Tu ne peux pas payer des bannières en fait, tout simplement à tout le monde, parce que ces personnages ont accès. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça pourrait rendre les démons majeurs en fait, avec la charge de plus 2. Malheureusement, ils n'ont pas accès aux boucliers Bloodletter. Donc finalement, c'est pas sur eux. Mais tout le reste, tu peux avoir des bannières, ou alors c'est pour les petits persos. Mais les petits persos, généralement, ils sont plus en mode buffer dans leur coin. Le petit Bloodmaster à 56 points pour buffer tes sanguinaires. Donc voilà, je trouve ça très cher pour 3 CP. Et au final, finalement, autant payer des bannières à tout le monde. C'est vrai. C'est une tentative, encore une fois, de jouer fluff et d'inciter les gens à jouer mono-dieu avec une full armée démon de cornes et le petit détachement qui va bien avec le décor. Mais ça reste qu'une tentative. En fait, il y a des blagues à faire avec ce stratagème. Parce qu'en fait, vous pouvez essayer de charger toute une armée en fait, avec ça. Par contre, c'est vraiment des blagues très situationnelles. Ça peut arriver, ça peut être très marrant. Mais je suis pas sûr qu'on paye 1 CP pour ça déjà de base. Et puis après, avec 2 PC derrière. 2 PC derrière. On a fait le tour de la lecture et de l'analyse justement de Vigilus 2 avec un gros focus sur les Space Marines du chaos, un petit focus avec les démons de Khorne. On le rappelle, il y aura un live le jeudi 4 avril sur justement l'incidence de Vigilus et l'évolution du méta au niveau du chaos. Ici, en tout cas, je trouve que c'est pas mal de bonnes nouvelles puisque ça va donner une vague de fraîcheur et de menaces au niveau des Space Marines du chaos. Exactement. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça permet d'essayer de plein de choses. Là, on a envie d'essayer des Raptors, on a envie d'essayer des machines démons, on a envie d'essayer de la Black Legion, on a envie d'essayer du Red Corsair avec des grosses unités, etc. On a envie d'essayer de ce fameux canon Reaper. On a envie d'essayer des choses. Donc, à voir un peu comment ça va se décanter. Au moins, ce que Vigilus nous propose, c'est d'essayer des choses. D'essayer des figurines qu'on n'avait pas forcément sorties, parce qu'il y a de la logique, il y a certaines logiques. Il y en a d'autres, on ne va pas en parler, notamment les Terminators et leur détachement, qui j'ai un peu de mal, mais sinon, sur le reste, on a envie de voir de nouvelles choses. Eh bien, pas mieux. Merci beaucoup, Dletch, d'être venu ici pour justement faire découvrir Vigilus 2. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus, un pouce de Black Legion, un pouce de badass dessus. Et une petite prière. Et une petite prière. À partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. Et la deuxième relique, ça va être Homme aveugle, diminué de 1 la caractéristique. Et la deuxième relique, ça va être Homme aveugle, diminué de 1 la caractéristique. J'en peux plus. Encore une fois, on arrive sur un trait de seigneur de guerre, une relique et un trait de religion qui nous tendent à faire... Encore une fois, on arrive sur une...
Encore une fois, on arrive sur un trait de légion, un trait de seigneur de guerre et une relique qui nous tend à faire... Putain, mais j'arrive pas à dire ce que je veux dire, hein, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Encore Attends, excuse-moi. Vas-y. Vas-y. Oui, bah oui, t'as le droit de boire. Non, le mec s'en bat les couilles. Il va aller pisser, le mec il aura fait 2 tatashi, tu sais. On passe ensuite aux vrais élites, sous-entendu ceux qui occupent des slots, avec les Terminators. Ils ont vu leur coût en points baisser puisqu'ils sont passés à 31 points en configuration recommandée, en tout cas de base, puisque avec un combi bolter et une hache énergétique, ils vont donc être... Ma phrase est beaucoup trop longue. Mais surtout, c'est que tu vas devoir dire 31. Ah ouais? C'est 33. Ah, il écoute pas. Lui, il écoute pas. Tu sais le dire? Ouais. D'accord. Il va apporter pas mal de règles. À sec. Mis à part les Red Corsair, les courgettes sont vraiment pas mal parce que on a... C'est pas sérieux. Je veux dire 12 courges.